I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. Welcome to the AB Show. On se retrouve pour le débriefing de... Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oh là là. C'est beau, là. On se retrouve pour le débriefing de l'UFC Vegas 36 qui avait pour main event Darren Till vs j'ai un trou de mémoire, Derek Brunson. On avait fait la preview, mais bon, à cause de Mika, le son il n'était pas terrible, donc j'ai préféré ne pas la publier. Donc on va se rattraper sur un joli débriefing et analyse des combats d'hier. Ouais. On commence par Paddy Pimblett vs Ludivine Vendramini, qui fait une grosse performance après un combat difficilement démarré. Je vous laisse la parole, les gars. Grosse performance, mais grosse prise de risque aussi. Franchement, les deux, ils y sont allés en mode je plante mon menton vers l'avant et je vais à la bagarre. Après, on l'avait déjà vu faire ça, le Brésilien. Il avait déjà combattu un peu comme ça. Et puis, Pimblett aussi au Cage Warrior, parfois, il s'emballe et il fait des trucs comme ça parce qu'il n'a pas peur d'aller au sol, en fait. Ouais. Mais le souci, c'est que tous les deux, on les attendait plus sur un combat de grappleur, on va dire avec une opposition au sol. Et il s'est avéré que non, ça s'est joué debout. Mais après, franchement, on peut pas parler de technique ou de tactique. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que dans ce combat, le combat d'hier, c'est que on va dire qu'il y a une star entre guillemets, je dis bien, une star qui est née, tu vois. Paddy Pimblett, il a parlé, il l'a dit, il l'a fait. Et par contre, je pense que ça sera à l'image de Conor d'aujourd'hui. Je parle pas du Conor d'avant. C'est que la star sera toujours plus grande que l'athlète. Je sais pas du Pimblett. Je pense qu'il y a une grosse hype autour de lui, mais qui n'est pas à la hauteur de son niveau de combattant. Yes. Pour l'instant. Et même hier, surtout qu'il s'en est mangé pas mal en début de combat. Hein. Non, en début de combat, il s'est même semblé au sol, il s'est mangé des calf kicks, il s'est mangé des gros contres. J'ai peur pour lui, hein, surtout que Ludi, c'est un ancien welterweight. Il avait déjà combattu en welterweight et franchement, il a failli y passer. Hein. Ouais, il a failli y passer. Au final, il réussit à gérer le fight et à changer la physionomie du fight. Et c'est vrai, comme tu disais, Mika, il a une hype qui est plus grande que comment dire, son niveau d'athlète. Et il l'a montré hier. Mais après, je pense pas qu'il va faire long faux de la KT, tu vois, au final. Ouais, moi non plus. Il l'a knockdown, tu vois. Imagine demain un 70 comme Michael Chandler, il en met une seule. Et ça, mais faut même pas parler aussi loin. Moi, je parle juste de Fares Ziam, par exemple. Fares Ziam qui a combattu Ventimiglia, là. Ouais. Et ben, il y a eu beaucoup plus au final, même si ça a pas été spectaculaire, le combat, mais techniquement et tactiquement, le combat, en réalité, même s'il était plus serré, très serré, et voilà, la décision, c'est vrai qu'elle aurait pu basculer chez Ventimiglia, mais on a senti que Fares était plus dans le contrôle et dans la gestion du combat. Et je suis pratiquement sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu mets un Fares vs un Pimblett, et je pense que Fares s'impose. Ouais. Après, pour comparer les deux, je pense que c'est normal que Fares était plus en contrôle parce que déjà, il a un meilleur pied-point, il est plus en confiance, tu sais. Et à la différence de Pimblett, c'est que Fares, il envoyait beaucoup d'incertitudes. Donc, Vendramini, il n'arrivait pas à vraiment s'installer. Que dès le début du combat face à Pimblett, je pense qu'il avait déjà lu le jeu de Pimblett. Il envoyait un kick isolé, je sais pas moi, toutes les 5 secondes. Donc, en fait, il avait juste à le contrer avec une bonne anglaise. Je pense qu'en fait, je sais pas après, on en parlera après, je pense, pour la suite de Pimblett, mais c'est juste que c'est deux styles complètement différents, je pense. Toi, c'est un peu comme que ça comparait la performance d'Ngannou face à Jairzinho et celle de Sergan, tu vois. C'est juste qu'en fait, c'est deux styles différents, tu vois. C'est vrai. En tout cas, belle performance. Belle performance, grosse entrée, il prend le bonus en plus. Ouais. Donc, nickel. On verra la suite. J'aimerais bien voir un Gamrot. Non, c'est trop dur. T'es dur, toi, avec lui. Ouais, mais c'est pas deux mecs qui sont super bons au sol. J'aimerais bien voir ça. Non. Je pense que là, ils vont le conserver. Tu sais, en plus, il a. Ouais, ils veulent le faire monter petit à petit, ça se voit. Ils kiffent sa hype. Ils aiment la manière dont il est, tu vois. Ouais. Il rentre avec toujours les mêmes sons avec lesquels il rentre, là, depuis le Cage Warrior. Mais après, Pimblett, il est jeune. Il faut lui laisser au moins 4-5 combats à l'UFC. Franchement, il a 26 ans. Hein. C'est juste que nous, on a déjà envie de le voir avec des mecs durs et tout. C'est parce qu'il nous agace. Il est agaçant. Tu vois, il est horrible.
il fait le show. En plus, ça lui sourit. En plus, il fait ses danses à la con avec sa coupe. Franchement, tu vois, c'est. Mais voilà, en fait, ça, c'est le genre de personnage. Tu l'aimes Il a ou tu le le même flow que détestes. Nassim. Hein? Il a le même flow que Nassim. Espèce de fou. Moi, j'aime bien sa coupe, moi. Non, abuse pas. Je vais faire la même bientôt. Non, j'aime bien le voir combattre, mais le personnage, j'arrive pas à me le saquer. T'as vu à la fin la danse qu'il fait là? Oh là là là, il est horrible. Donc, face à qui vous aimeriez le voir pour le prochain combat? Face à Fares? Mika, hier, j'ai vu que tu as mis un post. Non, en je quoi disais- ça pourrait- Parce qu'en fait, moi, ce que je dis, c'est que stratégiquement pour Fares et même pour l'UFC, c'est un combat que j'aurais voulu voir pour lui, tu vois. Parce que, en fait, quand tu gagnes Pimblet, tu gagnes pas que Pimblet, tu gagnes en hype aussi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, l'adversaire qu'ils ont booké contre Fares, ok, ça va permettre à Fares de s'exprimer dans ce qu'il aime faire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir striker, il va pouvoir aller dans un univers qu'il n'a pas encore montré à tout le monde parce qu'il a toujours craint la lutte de ses adversaires. Et avec Pimblet, ça aurait été un peu le même schéma. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'enjeu du combat, il aurait été double. La victoire, elle lui aurait pas amené une simple victoire, elle l'aurait aussi mis sous le feu des projecteurs. Ouais, exactement. Mais attention, hein, l'adversaire que Fares affronte, il est hyper solide. Hein. Ouais. Il est Mais il a vraiment que des finishes. hyper solide. Ouais. Il me semble qu'il a que des finishes à son actif. Après, je me suis Bah, pas c'est celui qui a le finish le plus rapide dans la catégorie des lightweight. Ouais, Et en plus, face à Fravola ou Frévola, et c'est pas n'importe qui, tu vois, je l'ai vu combattre là contre Tursurian, là, je crois. Et il avait bien combattu. J'ai dit Tursurian. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, le nom de famille. Ah, c'est un J'ai du mal avec le nom de famille. c'est pas le seul. C'est pas le seul. Bon, bah, on va passer au combat d'après. Hein. Au final, je pense qu'on avait tous raison aussi sur ce combat. Ouais, on a tous dit les pronostics, on avait tous dit Pimblet. Voilà, donc nickel. Parfait. Bon, bah, passons à. T'avais un truc à rajouter Non, passons à la catégorie de AB. À la catégorie des. Pour parler un petit peu des Spivak, je trouve que c'était un petit peu trop risqué de prendre ce combat en short notice. Honnêtement. Au final, il l'a payé. Hein. C'est ce qu'on avait dit aussi. C'est ce qu'on avait dit dans la vidéo qu'on avait faite, mais là, Mika nous a hagar la vidéo. Hein? Ouais, parce que tu sais, sans parler de la condition physique, je pense qu'un mec comme Thomas Final, il faut vraiment étudier le style. Exactement. Et au moins avoir un training comme complet. Mais même, pour moi, c'est un mec à la Cyril Gain. Hein. C'est-à-dire que c'est des mecs qui viennent révolutionner un peu le niveau des poids lourds. Et à la différence de Cyril Gain, je trouve que Aspinal, c'est qu'il sait lutter et au sol, il est dangereux. Donc pour moi, ça fait franchement un futur prétendant à observer de très près parce que je pense que là, il va encore avoir un combat et après, il va commencer à rentrer dans le dur avec des Volkov ou des Rosenstruck ou des Blades. Ouais, déjà là, au niveau du ranking, ça n'a pas encore bougé, tu vois. Je pense que ça bougera demain, mais j'aimerais bien. Non, là, il va rentrer dans le top 10, hein, logiquement. Là, il était 11e ou 12e, je crois, ou 13e. Logiquement. Mais là, je pense qu'il va se passer dans le top 10. Ouais. Après, je sais pas si moi, ce qui m'a impressionné, c'est la rapidité à laquelle Spivak a été essoufflé dans le combat. Ça veut dire que je veux bien, tu vois, qu'il y ait une différence de niveau et que tu la creuses au fur et à mesure du combat. Mais là, au bout d'une minute, il était déjà plus présent. En fait, tu sais, c'est le fait qu'il mette beaucoup d'incertitudes. C'est le fait même qu'il va in and out, il rentre, il ressort. Déjà, pour un poids lourd, c'est un petit peu rare. Et en fait, je trouve que Sergei Spivak, il est un petit peu craintif au niveau du stand-up. Tu sais, par exemple, son premier combat, il avait combattu contre Waltaris et au bout genre des premiers échanges, il s'est mis en boule et il a suffi que Waltaris l'accélère pour que l'arbitre il arrête le combat. Et en fait, je pense que Thomas Spinal, il a vu qu'il était un petit peu craintif, Sergei Spivak, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il feintait, en fait, il réagissait, Sergei, tu vois. Et même quand il répondait sur des overhands, c'était vraiment limite à l'aveuglette, sans réelle conviction. Ouais, et je pense qu'il a dû. Tu dis même sur les phases d'anglaise, il adaptait tout de suite. Tu vois, à un moment donné, il était en ligne sur du 1-2. Il a vu que la deuxième, elle passait plus. Il est passé sur de l'hypercut. Ensuite, le coude qu'il met sur une sortie de corps à corps, elle est magnifique. Tu fais fake. Vraiment un gros combattant, gros prospect. Et je l'avais déjà dit depuis longtemps, pareil, que ça serait un futur top 5. Et moi, j'avais même dit,
attention parce que même je le vois comme le seul pouvant battre Ngannou à l'heure actuelle avec Miocic. S'il progresse. Je pense qu'il a une petite marge encore devant lui. Non, c'est ce que je Après, il est dis. jeune, hein. Faut lui laisser le temps. Il a 28 Mais ans. en fait, 28 je ans chez m'explique. les poids lourds, c'est jeune quand même. Disons-le. Ouais, bien sûr. Donc, je pense que, ouais, 11-2, 28 ans, et sur une belle série de victoires, moi, je pense qu'il peut aller chercher effectivement un Francis Ngannou ou un mec du top 5. D'ici Derek 3-4 Davis. combats, vous allez voir que d'ici 3-4 combats, il peut se hisser pour un title shot. Ouais. Je lui laisse 3-4 combats. Bah, en fait, le problème, c'est que. Non, je suis d'accord avec vous dans l'ensemble, mais je pense que lui, il veut vraiment prendre son temps. Tu sais, il a demandé. Il a demandé Ivanov, là, Blagovinov, Ivanov, je crois que c'est un Serbe ou un Bulgare. Je sais pas, celui qui avait affronté. En fait, il a demandé lui, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu vois, à demander. À le demander. 3-4 combats, tu verras. Ça va trop vite chez les poids lourds. Non, bien sûr que ça va vite. Mais je trouve à la rigueur, tu sais, Ivamov, là, vaut mieux prendre un mec comme ça qu'un mec comme Junior Dos Santos. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs qui sont un peu finis, c'est triste à dire, mais parce que ça a été des grands de ce sport. Mais maintenant, c'est des papilles. Le classement devant moi. Aspinal, il est 13e et Blago Ivanov, il est 12e. En fait, il est juste devant lui. Ça sert à rien. Pas vraiment d'intérêt. En fait, limite, j'aurais préféré qu'il demande un Chamil avec Abdourimov. Waltaris aurait été très bien, Waltaris. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça aurait été bien aussi. En fait, Waltaris, il est sur le déclin, mais il faut qu'on va dire Aspinal prenne des mecs comme ça qui descendent du classement pour monter dans le classement. Et comme tu as dit, dans 3-4 combats, il sera éligible à du top 5 ou à du title shot. Bah juste après ce combat, déjà, il va commencer à monter dans le top 7, top 5. Ensuite, il reconfirme avec une belle victoire sur un top 4. Et après, tu as le title shot assez rapidement chez les poids lourds. Ouais. Pas... Tu sais, mais j'ai l'impression qu'il veut vraiment prendre son temps. Honnêtement. Je sais pas, tu as peut-être raison. Mais après, je pense qu'il a raison aussi. Par contre, vraiment, moi, je le pense que c'est l'un des seuls actuellement, en tout cas, je parle vis-à-vis de Francis, qui avec le panel technique qu'il a, en fait, tu vois, je pense que Aspinal, il aurait plus de facilité à battre un Francis que de battre un Gain. Et je pense que Gain aurait plus de facilité à battre un Aspinal que de battre un Francis. Et que Francis, par exemple, a plus de facilité à battre un Gain qu'un Aspinal. Tu vois ce que je veux dire? C'est entre eux trois, ça fait vraiment un trio. Tu vois, il y a un style différent. Et c'est vrai que, comme tu le dis, après, Gain, lui, ça serait plus simple de battre un Aspinal qu'un Francis. C'est ce que tu as dit. Hein. Après, avant de parler parce qu'ils ont, stylistiquement parlant, ils sont similaires, ils se déplacent bien, ils frappent 1-2, et il faut se le dire, le mec qui est le meilleur dans ce domaine, c'est Gain. Mais après avant de parler vraiment des tops mondiaux, je vais attendre de voir face à peut-être face à un Curtis Blade, parce qu'en fait, oui, voilà. il n'a pas pris vraiment des têtes de série, tu sais. Mais regarde, la seule personne en fait qui l'a tenu tête, c'était Arlovski, tu vois. Et honnêtement, à ce moment-là, j'ai eu un petit peu de doute que là, en fait, tous les combats qu'il a pris, bon, je veux pas dire que c'est des mecs faciles, tu vois, mais c'est des mecs, je pense, qui sont hors du top 20 de l'UFC, mis à part Spivak, là, hier. D'accord avec toi. Et, tu vois, ça s'est fini un petit peu trop vite. Donc là, franchement, je pense que vous allez vraiment attendre avant de parler d'Ngannou. Je pense que Mika, tu vas te faire Non, j'ai bien dit, il faut lui laisser le temps. Et comme j'avais déjà fait un grand post sur ça, je le dis, c'est un gars à suivre. Et son panel technique fait qu'il pourra faire douter Ngannou mieux que n'importe qui parce que lui, il sait lutter. Et moi, je ne vois personne pouvoir battre Ngannou si la personne en face ne sait pas lutter. C'est aussi simple que ça. Je ne vois aucun combattant pouvoir battre Ngannou s'il ne sait pas lutter. Vraiment. Donc là, pour la suite, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que Blagovinov, c'est pas bénéfique pour lui, honnêtement. Si, ça l'est, parce que lui, il a décidé de construire sa carrière et de s'installer dans le temps. Attention, lui, il y a la négociation des salaires et tout derrière. Nous, on fait abstraction de ça. Nous, on regarde que le point de vue sportif, mais il faut voir le point de vue derrière. Donc il a dû prolonger. Il doit y avoir les négociations de salaire. Imagine, là, aujourd'hui, Cyril Gain, il arrive à un stade à l'UFC où il ne pourra plus jamais avoir de combat facile. On est d'accord? Ouais.
Et c'est à la même image que Darren Till, à la même image que ces mecs-là. C'est-à-dire que dès lors qu'il va rentrer, je lui souhaite pas, mais dès lors qu'il va rentrer dans un mauvais engrenage, il n'aura jamais l'occasion de pouvoir se refaire sur des mecs faciles. Et Aspinall, il a bien compris qu'une fois qu'il va enclencher sa course au titre, il pourra plus faire demi-tour. Donc c'est pour ça, je pense qu'il veut passer les étapes palier par palier, parce qu'une fois que t'es dedans, tu vois. Les mecs comme aujourd'hui Curtis Blades, tu le vois, ils sont pris entre deux feux. Ils ont plus jamais la possibilité de faire des combats. De se refaire sur des combats faciles. Ouais. Non, en tout cas, il est impressionnant. En plus, tu sais, moi, je le connaissais vraiment de Cage ses qualités de boxeur. Ouais, du Cage Warrior aussi, mais de ses qualités de boxeur anglais. Mais là, il s'affûte vraiment. Tu sais, là, il développe, on va dire, vraiment sa boxe en clinch, les coudes et tout. Il a une rapidité d'exécution au niveau de son anglais. C'est impressionnant. Et il m'a l'air même de plus en plus affûté. Alors après, c'est peut-être un je suis d'accord avec toi. Ouais. Il avait même mis un post. D'ailleurs, à propos de ça, c'est vrai que je vais revenir sur le fight précédent dont on parlait. J'avais jamais vu Pimblett aussi affûté que ça. Hein. Ouais. C'est incroyable comment il était. Ouais, c'est vrai qu'il a toujours un côté un peu gras, lui. Mais là, il était en forme, mais de fou. Oui, c'est pour ça qu'on le dit souvent, mais attention à Pimblett, il est jeune, il va progresser, tu vois. À l'heure actuelle, c'est ce que je dis, la star est plus grande que le combattant, mais peut-être qu'un jour, il deviendra à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Hein. Ouais. Bon, du coup, on était sur notre gars Aspinall. Ouais, on l'avait tous mis vainqueur. Hein. On l'avait tous mis. Tous vainqueurs, on savait, ça allait être... on va pas dire que c'était easy à pronostiquer, mais c'était sûr quasiment. Clairement, c'était quasiment sûr. Moi, honnêtement, je vois ce combat comme facile à pronostiquer. Ouais, carrément, j'étais parti sur BetClick pour envoyer un billet et ils proposaient pas la cote. Ah ouais. On a des accros au Paris ici. Du coup, on passe à son partenaire. Au main event, j'étais le seul à avoir pronostiqué Derek Brunson. Ouais, bah franchement, je suis grave déçu de Darren Till. Déçu en fait pour lui déjà, déçu pour lui et déçu par lui aussi. Ça veut dire que déçu pour lui parce que franchement, je savais que c'était un challenge, Brunson, mais en fait, j'y ai vraiment cru. J'y ai cru dans le sens où je me suis dit, ouais, il a perdu contre Masvidal à 77, les cuttings étaient trop durs, Masvidal, il frappe fort, bref. Derrière, il fait un comeback archi serré contre Gastelum. Bon, Gastelum, il n'a jamais de chance à la décision. Ensuite, il s'incline face à Whittaker. Bon, tu te dis, ok, voilà. Champion de la KT. Champion. Ouais. Ensuite, derrière, je crois, il se réincline face à. Non, il a pas. Non, c'était Whittaker. Après, il a eu un an d'absence. Voilà, un an d'absence. Et là, il est revenu aujourd'hui. Donc, tu vois, je me suis dit, les gens, ils le sous-estiment vraiment, tu vois, parce que. Et en fait, il s'avère que le pire, c'est qu'il a la possibilité de le gagner. Je le vois dans le troisième round. Genre, il revient fort, il frappe fort. Il fait douter Brunson. Et derrière, en fait, et Brunson, il l'amène au sol et il n'y a aucune réaction de sa part. Et c'est limite carrément, il baisse les bras. Genre, il a baissé les bras. Bah, moi, tu vois, les tremblements, t'as pas l'impression de les verrouiller. Hein. Les gars, la phase du troisième round sur laquelle il perd, cette phase, je la comprends pas. Il revient, il met le feu à Brunson. Après, il fait une phase bizarre où il veut se relever, mais j'ai l'impression qu'il donne la position et au final, il se fait finir. Ouais. Et tu vois, ça me fait penser. En fait, je pense que vraiment, c'est quelque chose que. C'est vraiment psychologique ce qui s'est passé. Et c'est à un moment donné, dans le combat, il y a des combattants, ils abandonnent. Il y a un moment donné, dans le combat, tu as des combattants, ils ont abandonné. Tu vois, ils ont dit, ah, vas-y, flemme. Et ils cherchent la moindre issue. Et bien souvent, la soumission, bah, c'est celle dans laquelle on a plus vite fait d'aller se réfugier. Et en fait, tu le vois, il y a beaucoup de combattants qui sont comme ça. Conor McGregor, c'est un combattant comme ça. Quand la difficulté est trop grande, bien souvent, il va chercher à se faire soumettre. T'as lui, pour un exemple français, pour pas remuer le couteau dans la plaie, mais il y a eu Alan Bodo récemment. Il a fait exactement la même chose. Il gagnait le combat, il était bien. Il y a eu de la difficulté, il a abandonné. Et ça, en fait, c'est un travail, tu peux pas le faire. C'est soit tu l'as en toi, tu es prêt à mourir sur le truc, ou tu es prêt à. Ça se travaille, moi, je pense, à l'entraînement, tout ça. Ouais. Oui, ça Bah, quand tu arrives à ce niveau, à l'UFC, frérot, normalement, tu n'as pas à faire ça, tu vois. Mais c'est du conditionnement, en fait. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à te dire que ça va être dur, si tu n'arrives pas à te dire que le niveau de difficulté va être dur,
Et c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi les phases de régime, des fois, avant un combat, parce que tu engendres un tel niveau de frustration et de difficulté que tu sais que tu es prêt. Et donc, du coup, Ouais. en fait, c'est comme un indicateur qui te dit, ouais, c'est bon. Tu vois, genre, je suis prêt à tout éprouver pour ce combat. Et c'est pour ça que quelqu'un qui va combattre sans prépa ou en short notice et tout, qui n'a pas réellement subi de difficultés dans sa prépa, Ouais. c'est bien pour ça que des fois, je pense qu'ils passent à côté de leur combat parce que tout simplement, ils n'ont passe à pas côté réussi d'un à truc. endurer assez, tu vois. Exactement. Mais là, tu vois, j'ai l'impression que dès le premier round, sur le double, il shoot en double, en power double, il le take down, derrière, il lui met la folie pendant 3 minutes. Et je pense que cette Ouais. phase-là, elle a travaillé énormément. Tu vois, il se relève. C'était Bah, plus le même ben, qu'en début de combat. Hein. ouais, bah ça, je suis d'accord avec toi, Nassim. Sauf qu'au troisième round, il revient avec une attitude archi bonne, Ouais. va sur les appuis, il botte. Et là, c'est carrément Brunson qui doute. C'est carrément Brunson qui Il le doute touche, au hein. troisième Il le round. touche à un moment. Hein. Et même Brunson fait des tentatives d'amener au sol de bien trop loin. Genre, je me suis dit carrément, il est cuit, Brunson, tu vois. Et non. Clairement, ouais. Et non. Et tu vois, et vraiment au troisième round, si tu m'avais demandé juste avant l'amener au sol de parier sur le combat, bah, j'aurais continué à parier Darren Till. Moi Et non. aussi. Moi Il me aussi. semble que Derek Brunson. Bah, en fait, l'avantage en fait dans dans le positionnement de Derek Brunson, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est un petit peu sous-coté. En fait, il fait pas de bruit. Et là, il est quand même à sa 5e victoire consécutive. Et tu Ouais. vois, en fait, limite là, la pression, elle était même pas de son côté. Tu vois, elle était plus du côté de Darren Till parce qu'il est beaucoup plus médiatisé. Je crois qu'il a plus d'1 million de followers sur Instagram. Alors que Derek Ouais, mais Brunson, je sais pas du tout il a combien, mais je pense pas qu'il dépasse les 500 000, tu vois. en fait, c'est une question aussi de. C'est normal, tu vois, quand tu as le vent en poupe et tout, c'est logique que tu y ailles pas de la même manière. Tu affrontes un ancien prétendant à la ceinture, tu es en pleine ascension, il a tout à gagner, alors que Darren Till, lui, il a tout à perdre. Et il le sait très bien. C'est vraiment, c'est la pire position qu'il puisse y avoir à l'UFC, c'est quand tu as été à la course au titre et que tu es sur 2-3 défaites consécutives, c'est la misère. Et par contre, je faisais un parallèle sur la KT des 84 là, et donc forcément avec Nassour Din. Ouais. Et je trouvais quand même qu'il y avait une grosse différence de gabarit. Ouais. J'ai trouvé que Derek Brunson, par exemple, Gros, hein. je le sentais costaud. Techniquement, je vois Nassour Din vraiment largement au-dessus, mais je me demande si Brunson amène le combat au sol et met Nassour Din sur le dos, comment ça se passe? Tu vois, vraiment, Ouais, mais après, c'est pas un gros cutter en fait. La Sonic, c'est un peu l'avantage et l'inconvénient en fait. C'est un ancien Ouais. 77. Lorsque tu fais pas des gros bookings, Et tu fais pas des gros rebonds. parce que là, il a affronté un mec qui était vraiment costaud, tu vois, à 84, un peu un vétéran, un peu un ancien roublard et tout. Mais quand je vois Cannonier, Brunson, ou des Gastelum même, qui sont, bon, Gastelum, il est plus petit, Bah, ou Costa Darren directement. Till, hein, ou Cobo Costa, c'est trop, lui. Mais ouais, Ouais. c'est carrément, lui, c'est l'exception inverse. Mais tu vois, après, ouais, je vois, c'est sûr que Nassour, je le vois un peu comme un Masvidal chez les 77. Qui va plus performer Ouais. ou Léon Howard aussi qui a pas un physique extrêmement impressionnant mais qui est pourtant vraiment présent, mais du coup Après, je faisais un je parallèle pense qu'il a. Ouais. et non mais voilà, je faisais un parallèle et je me demandais si ça pouvait jouer ou pas. Est-ce que la part physique va jouer à un moment donné? Est-ce que Ça peut ça va jouer. Bah, je pense que ces deux derniers combats, il a affronté de bons morceaux. Hein. Yannick, je fais encore le lutteur, Phil là, Howard. Phil Howard, tu vois. Ouais. Et Phil je pense Howard, qu'ils s'en est c'est sorti un pas mec mal. qui physiquement se rapproche de Bronson. En plus, il s'entraîne bah ouais aussi. non mais c'est ça que j'allais dire, c'est que le truc c'est qu'on est d'accord que ça se rapproche mais tu sais que Bronson il paraît 2 fois plus gros, Ouais, parce c'est ça que que je veux dire. Phil House, il paraît plus petit. Bronson, il Largement, paraît c'est pas il grand et paraît. épais, tu vois. Phil Weiss, pour moi, c'est des mecs comme à l'époque, celui qui est parti au Bellator, euh, qui s'appelle Phil aussi. Ah, Paul Delay, non? Ah, Non, celui- à 84, maintenant il est dans le tournoi à 93. c'est dans 93 de base, non? Il est parti en 84, je crois. Ouais, c'est ça. Et Il avait il affronté Tony il avait Johnson. combattu même Machida et tout à un moment donné. Il les Ouais, avait ouais, battus. je m'en rappelle très Lutteur, bien. un gaucher. Et il Si, avait je un m'en gros rappelle très bien. palmarès. Phil Je vais Davis. essayer de- Ah, j'ai Phil oublié. Davis, c'est ça. Si, c'est C'est ça, Phil Phil Davis, Davis. c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Phil Davis, ouais. Et Mais tu vois, d'ailleurs, Bronson, pour moi, il a un peu son style. il combat contre le Cubain, là. Ouais, Val Romero. Romero? Romero, ouais.
Bon, en tout Et cas, donc, voilà. Donc, pour ma part, en conclusion, déçu de Darren Till. Et quand je dis déçu, c'est déçu, comme je l'ai dit, par lui, parce que je trouve que voilà, au sol, il n'a pas montré assez. Enfin, je sais pas, il a manqué de technique et de tactique et de gestion. Et déçu pour lui parce que je trouve que il mérite mieux. Il mérite mieux à l'UFC, il mérite vraiment mieux. Et que peut-être l'UFC a voulu le monter trop vite, trop tôt, et que la victoire sur Cerrone, ils en ont fait tout un pataquès, alors que bon, c'était ouais. pas assez pour être propulsé comme ça. Et donc là, à la fin, je crois qu'il y a Derek Brunson qui demande une revanche face au champion Israël Adesanya. Ah, c'est trop Vous tôt. pensez que... Bah, c'est trop tôt, tu me dis, il est cinquième du classement. Hein. Et ouais, mais je crois que mais Whittaker- à 84, Whittaker c'est à pas comme chez Adesanya, les. ça va se faire de toute façon, donc ça sert à rien. Non, mais déjà, il y a Whittaker à Adesanya qui doit se faire. Whittaker, il est quand même, pour moi, en lice. Ensuite, derrière, ça serait bien qu'il affronte un vrai prétendant qui a été du moins prétendant, type un Costa, ça peut être bien, tu vois. Je pense Désolé, qu'il les devrait gars. vraiment. Non, non, t'inquiète. Je pense qu'il devrait vraiment affronter un mec qui a soit déjà fait la ceinture, soit qui aurait pu l'avoir, qui était à deux doigts de l'avoir, tu vois. Un Costa, ouais. Ouais, parce que Ouais, déjà, Vettori et Costa, ils sont déjà bookés. Il y a Jared Cannonier après qui est troisième. Et Robert tu Whittaker, vois, il est pas. Canonnier, sinon. Ouais, ça peut être bien Cannonier aussi. Ouais. En tout cas, j'essaye de voir là, ce qu'ils vont faire pour Darren Till pour la prochaine. Ça va être compliqué à matière. Non, c'est pas compliqué. Tu vas avoir des mecs. Bah, c'est exactement ça. Tu vas avoir, par exemple, si tu as un Nassour là, qui gagne son prochain combat avec la manière, ben, c'est exactement ce qui va se passer. C'est la croisée des chemins. C'est-à-dire que tu as Darren Till qui va être top 9, top 10. Tu as Nassour qui est en pleine montée. Ouais. Et l'UFC, ils sont plein de bails comme ça. Ça veut dire soit tu exploses, soit tu coules. Et pour Nassour, quelque part, c'est tout bénef parce que Et si un UFC Europe, ça peut se faire. Hein. il est encore jeune, etc. Et Darren Till, lui, voilà, à un moment donné, tu vas affronter qui? Si tu n'arrives pas déjà avec les autres, tu es obligé d'affronter les futurs prétendants. Donc justement, ces gars-là, Darren Till, et c'est pour ça que je pensais à Nassour, c'est parce que dans un futur proche, il est très, très fort probable de voir un Nassour vs Darren Till. Hein. Ouais, ça peut se faire même, on va dire, début d'année 2022, hein, parce que déjà, il y a Edmond Chabazian là, pour le 6 novembre, je crois, et il est 11e du classement. Darren Till, il est 7e, mais peut-être qu'il va perdre une ou deux places, on ne sait pas. Et espérons que Nassourdine il gagne ce combat, il rentre dans le top 10. Il suffit que Darren Till il perde deux places, il se retrouve à une place de Nassourdine et ça peut se faire. Hein. Et on le voit, comment dirais-je, la position du MMA Factory, enfin du Management Factory à l'UFC, c'est quand même une politique agressive. Jusqu'à maintenant, on peut pas dire que Nassour ait choisi ses combats, c'est tout le contraire. Parce que pour moi, le premier combat qu'il a fait déjà, c'est contre un mec qui est super chaud. Derrière, il prend le lutteur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait pas, tu vois, que si Nassour s'impose pour son prochain combat au mois de novembre, tout de suite derrière, ça parle pour un combat contre un Darren Till ou un profil du type. Hein. Bien sûr. En plus, il a demandé, après Yann Henich, il a dit donnez-moi un top 10, ils veulent vraiment aller de l'avant. Donc je pense que ça va être fort probable en tout cas. Dans un futur proche. Je pense, ouais. Quelque chose à rajouter, Nassim? Non. J'ai hâte de voir si. J'aimerais bien voir Darren Till face à Nassourdine Imavov. Moi, je pense qu'on a fait le tour. À part déjà, on suivra Nassour au mois de novembre, ça va être un beau fight. Ouais. Et après, là, on va essayer de faire vraiment là, de plus en plus de podcasts et d'émissions, parce qu'il y a des beaux événements là. Il y a 4 événements qui arrivent en un trimestre. C'est de la folie. En plus, il est sur une belle carte, Nassourdine. Il est sur la carte de Chandler Gaethje. Ouais, et il y a Manon Colby. Il y a Manon Fiorot, elle, qui est sur la carte Elle est sur la fête Thaïlande, elle, je crois. Non, elle est sur le prochain, là, en septembre. Elle est le 25 septembre. Elle est à Vegas. Ouais. Et lui, Nassour, je crois qu'il est à New York, au Madison Garden Square. C'est pas mal. Un bel avenir pour les Français, en tout cas. Ouais. Bon, les gars. On a fait le tour. Mika, rien à rajouter, rien à nous dire. Nassim, non plus. Non. Moi, je combat le 25, les gars. Donnez de la force. Force à toi. On va te suivre, Nassim. Inch'Allah. C'est ça.
À Et plus. toi, Ivy, Allez. tu combats quand, Ivy? On m'a parlé de Ares, là. Non, il n'y a rien, y a rien d'officiel pour l'instant, en tout cas. Ah, Aïe, aïe, aïe. AB va arrêter les Grecs. ouais. Ivy, ça paye, Ares, non? C'est bien, hein? Fais attention à ce que tu dis, Mika, ou avant que je lance une bombe. Allez, vas-y, bisous les gars. Ciao, ciao. Allez, bisous, ciao.